Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et réalisé en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes expertes dans leur domaine. Elles interviennent sur des sujets spécifiques afin d'éclaircir les informations et d'éviter toute déformation qui pourrait influencer notre compréhension d'une situation donnée. Ce podcast est disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et diffusé sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour cet épisode de notre podcast, je vous suggère de parler des missions de la Consul générale de France. Et je sais que c'est avec impatience et grand intérêt que vous écouterez la partie réservée au visa. Ah, les joies du voyage! Mais qui n'a pas eu à jongler avec les formalités de visa? Vous savez, aller devant les services consulaires, l'étape qui donne les frissons à tout le monde. Et moi, je me demandais, qui se cache véritablement derrière ces services? Comment décide-t-il qui obtient ce précieux visa et qui doit rester à la maison? Et sérieusement, distribuer des visas, est-ce que c'est leur seule mission? Qui fixe les tarifs? Il y a tellement de mystères que je m'en vais élucider du coup aux côtés de mon invité de ce jour. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Madame Annabelle Averti, la Consul générale de France, qui est prête à éclairer notre lanterne sur ces questions qui nous donnent le tournis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans les secrets consulaires ? Je me sens comme un inspecteur là maintenant, c'est mystique. je plaisante. Alors bonjour Madame la Consul générale, comment allez-vous? Bonjour Gina, je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis très heureuse depuis septembre 2022 d'être au Gabon, qui est un pays particulièrement accueillant. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans le podcast. J'ai encore envie de vous dire merci d'avoir accepté. Merci à vous. Je sais que vous êtes très très chargée. Il n'y a qu'à voir, hein? Quand on arrive ici, toutes les charges que vous avez, mais vous avez trouvé un petit temps pour nous, donc merci beaucoup pour ça. Pour commencer, j'aimerais vous demander directement comment on fait pour devenir consul général. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours? Bien sûr. Alors, les consuls généraux sont pour la grande majorité des diplomates de carrière. Après un parcours universitaire souvent classique, axé sur le droit et les relations internationales, mais parfois totalement étranger à ces matières, on choisit de passer un concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Dès lors, la carrière suit son cours pour partie à l'étranger et pour une autre partie en administration centrale à Paris ou à Nantes. En ce qui me concerne, j'ai un parcours professionnel qui est consacré aux affaires consulaires depuis une quinzaine d'années, notamment en occupant des fonctions consulaires à Beyrouth, à Dar es Salaam, à Londres ou encore à Alger, et pour la première fois comme consul général à Libreville depuis 1 an et demi. Madame la Consul générale, on comprend bien quand vous le présentez et quand, bien entendu, on discutait avec vous en off, qu'il y a 2 types, enfin si je peux le dire comme ça, il y a les consuls généraux et il y a les consuls. Quelle est la différence entre ces 2 entités ou ces 2 fonctions? Alors, les 2 sont en charge des affaires consulaires. En ce qui concerne les consuls généraux, ils sont nommés par le président de la République. Directement. Alors, Madame la Consul générale, quelles sont les responsabilités d'un consul général? Alors, le consul général est responsable de la communauté française sur un territoire qu'on appelle la circonscription consulaire et qui inclut ici le Gabon et Sao Tomé et Principe. Donc, dans ce périmètre, j'assure la protection de nos compatriotes vis-à-vis des autorités gabonaises dans la limite de la législation locale et j'administre la communauté française qui représente au Gabon environ 7300 personnes selon la législation et la réglementation française. Alors, c'est effectivement une communauté importante puisque le Gabon compte la 5e communauté française en Afrique subsaharienne après le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar et Maurice.
Alors, au titre de mes fonctions, je suis officier d'état civil et je marie des Français, sous réserve qu'ils ne possèdent pas la nationalité gabonaise. Mes services procèdent à l'inscription des naissances des enfants qui sont nés au Gabon ou de compatriotes décédés sur le territoire. Nous délivrons également des titres de voyage, des cartes nationales d'identité. Et puis, le consulat général vient également en aide à des Français en difficulté. Par exemple, pour des Français qui ont besoin d'une aide à la scolarité de leurs enfants ou d'un suivi social. À destination de nos hôtes gabonais, mes services offrent un service de certification de documents ou de légalisation de signature et bien sûr étudient les demandes de visa de court et de long séjour. Pour l'exercice de mes fonctions, je m'appuie bien sûr sur l'équipe du consulat général, mais également sur un réseau de consuls honoraires, puisque nous avons 3 consuls honoraires. Vous avez un consul honoraire qui est situé à Port-Gentil, un consul honoraire qui est à Moanda et une consul honoraire à Sao Tomé. D'accord. En vérité, donc si je comprends, les services consulaires, donc votre travail en tant que consul général, ici, c'est en quelque sorte, vous déployez tout le panel de services dont les Français résidant au Gabon pourraient avoir besoin et qu'on retrouverait enfin dans leur pays d'origine, quoi. Absolument. Mais qu'ils retrouvent tous concentrés à travers les missions que vous avez ici. Absolument. Alors c'est très proche des services qu'on retrouve par exemple dans une mairie. Dans une mairie, où on va faire une demande de Exactement. carte nationale d'identité, une demande de passeport, on va au service social pour ses enfants. Enfin, voilà, oui, ça ressemble pour beaucoup au service d'une mairie en France. Génial. Est-ce que les questions de nationalité, je pose cette question comme ça parce qu'une fois, je pense, j'étais sur Facebook et j'ai vu une photo de Gabonais qui recevaient leur certificat, je pense, de nationalité. Est-ce que vous aussi vous occupez de cette partie-là ? Absolument, oui. Alors en lien avec les services de l'administration centrale, mais absolument, on recueille effectivement les demandes d'acquisition de la nationalité française. D'accord. Donc vous avez dit 7300 Français qui sont inscrits au registre des Français établis hors de France. Est-ce que c'est une obligation pour les Français établis au Gabon de s'inscrire auprès des services consulaires ? Alors non, ce n'est pas une obligation, mais on les invite fortement à s'inscrire parce que ça nous permet d'être en contact avec eux, ça nous permet de mieux connaître notre communauté française et ça nous permet de leur adresser directement des messages. D'accord. Alors, Madame la Consul Générale, en discutant avec Monsieur l'ambassadeur de France dans l'un de nos précédents podcasts, il nous disait qu'en arrivant au Gabon, il avait une feuille de route claire. Vous nous avez dit il y a à peine quelques instants que les consuls généraux sont directement nommés par le président de la République. Alors, comment ça se passe pour vous ? Quelle était la feuille de route ? Si feuille de route il y a, quelle était la feuille de route que vous aviez reçue ? Alors, les consuls généraux ont également une feuille de route qui est très claire, puisqu'elle s'appuie sur les instructions consulaires et qu'elle est principalement axée sur la qualité des services administratifs à destination de la communauté française résidente dans le pays et en ce qui concerne les visas à destination du public étranger. D'accord. Donc, quand vous êtes arrivé, l'objectif de votre travail ici était pour le faire plus simplement, de continuer à améliorer toujours plus et de répondre aux attentes de la communauté française et puis aussi de mettre en place des dispositions sur les visas aussi qui facilitent le dépôt des dossiers, l'accès par exemple aux prestataires. Madame la Consul Générale, pour apporter une perspective un peu plus concrète, quels éléments déterminent l'octroi ou non d'un visa ? Parce que si aujourd'hui on arrive à quantifier le nombre de Français vivant sur le territoire national et enregistrés auprès des services consulaires, il faut que je fasse une interview avec l'ambassadeur du Gabon en France. J'aimerais bien savoir combien de Gabonais il y a sur le territoire français, tu vois. Ça ce serait Vous bien. avez un consul général du Gabon aussi à Paris. Ah, je pense que je vais faire une demande. Alors, Madame la Conseillère Générale, quels sont les éléments qui vous aident pour déterminer l'octroi ou non d'un visa ? Parce que c'est la question, je veux dire, vue de l'extérieur. Lorsqu'on voit les services consulaires, c'est la première chose à laquelle on pense. On ne pense qu'au visa. Et merci d'avoir accepté cette interview parce que du coup, on comprend qu'il y a un véritable panel de services ici. Alors, sur quoi, parlons des visas aussi, vous vous appuyez pour décider qui l'aura pas. Est-ce que vous pouvez nous fournir des données chiffrées sur les demandes de visa entre la France et le Gabon sur ces 5 dernières années, par exemple ?
Alors, d'une manière générale, les pays ont institué les visas pour réguler les flux d'entrée pour des raisons de sécurité des États. Ces deux éléments conjugués sont à la base de l'étude des demandes. Celles-ci sont présentées avec des documents à l'appui qui permettent au service d'évaluer la demande. Une demande transparente ne reçoit pas de refus. La découverte dans un dossier de documents insincères est naturellement un motif de refus. Alors, le pourcentage d'acceptation pour nos amis gabonais est très largement supérieur au nombre de dossiers refusés, puisque près de 80% des demandes sont satisfaites. Oui. Mais oui. Madame la Consul générale, en discutant, parce que je suis sûre les auditeurs, ils m'écoutent en ce moment et puis ils doivent se dire « Moi, on m'a refusé le visa !» En préparant cette émission, c'est une question qui revenait en préparant chacune des émissions. Je pose toujours des questions autour de moi et des personnes que j'interroge me disaient « Ah ben non, tu sais, s'il y a 2 Gabonais qui déposent leur demande de visa au consul, il y a au moins un qu'on va refuser. » Donc, vous voyez que là, il parlait un peu des 50%. Vous nous dites 80% sont acceptés. Oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les visas. Énormément. Beaucoup trop d'ailleurs, parce que du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes autour des visas et de la délivrance des visas. Stressant. Mais clairement, voilà les chiffres. Et c'est pour cette raison que je tenais à vous donner ce chiffre. 80% de demandes donc sont acceptées. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par une demande transparente et une demande sincère ? Une demande transparente, c'est une demande avec des documents authentiques. Avec des justificatifs qui sont authentiques et avec une motivation qui est elle aussi sincère. D'accord. Voilà. Donc par exemple, lorsque quelqu'un s'apprête à faire une demande de visa et qu'il a, vous savez, tout le formulaire avec chacune des pièces qui est demandée, ce que vous suggérez à chaque demandeur de visa, c'est de véritablement respecter chacune des pièces demandées et de les apporter. C'est bien ça ? Bien sûr. Et quand les personnes ne sont pas en mesure de donner un justificatif, il peut y avoir une raison tout à fait légitime. Il ne faut pas hésiter à joindre un courrier avec le dossier. D'accord. Ah ça, c'est possible de le faire. Bien sûr. D'accord. Oui. Merci beaucoup ça pour cette peut permettre d'éclairer, d'avoir un autre éclairage sur le dossier. Mais vraiment, il faut donner des justificatifs qui soient authentiques. Et la grande partie des dossiers ne pose pas de difficultés. Alors, on n'en parle pas évidemment de cela. Évidemment, l'attention est plutôt cristallisée par les dossiers qui font l'objet de refus. Ce que je voulais également vous dire, c'est que nous délivrons aux alentours de 16 000 visas par an, dont 2 000 pour les jeunes qui partent faire leurs études en France. C'est près de 6 000 jeunes gabonais, dont 54% sont des étudiantes, qui poursuivent actuellement leurs études supérieures en France. Et c'est une augmentation de 35% sur 5 ans. Donc c'est très significatif. Mais vous savez qu'on a de très très fortes relations avec la France et je pense que ça fait la France représente l'une des premières destinations universitaires lorsque les étudiants ont le bac. C'est l'une des premières destinations auxquelles ils pensent. Madame la Consul générale, certaines personnes avec lesquelles j'ai discuté en préparant ce podcast ne comprennent pas toujours pourquoi il existe des visas entre la France et le Gabon, malgré notre solide relation que je venais de présenter précédemment, qui date de très, très, très longtemps. Alors, certaines questions reviennent. Pourquoi devons-nous encore faire des demandes de visa ? Pourquoi devons-nous payer pour ces visas ? Et surtout, Madame la Consul générale, qui fixe le prix des visas ? Et à quoi sert cet argent, si ce n'est pas indiscret ? Alors, je vais vous répondre. Ça fait répondre. Beaucoup de questions. Non, je vais y répondre. Alors, tous les ressortissants étrangers qui souhaitent venir en Europe doivent être en mesure de présenter à la frontière les justificatifs réglementaires relatifs à l'objet de leur séjour, aux moyens de subsistance et aux conditions d'hébergement. Donc, en règle générale, et sauf dispense, un visa est nécessaire. Alors, ce n'est pas une décision qui est prise localement ici au Gabon, de même que les tarifs sont fixés au niveau européen pour les visas de court séjour. Puisque je vous le rappelle, les visas de court séjour, qu'on appelle aussi visa Schengen, permettent de voyager dans l'espace Schengen, qui est un espace de libre circulation des personnes et qui est composé de 27 États. Donc l'accueil des personnes, la réception et l'étude des dossiers de demande de visa, ça représente un coût, ce qui justifie que le visa est payant. La répartition des recettes qui est encaissée se fait ensuite au niveau du budget de l'État et pas au niveau du consulat général. D'accord. Donc, une fois qu'on a payé,
ce sera maintenant au budget de l'État français et c'est eux qui décident de cette répartition. Ce n'est pas le consulat qui le met dans une caisse et puis... Absolument pas. Non, le consulat général n'a pas de caisse et les recettes, d'ailleurs, l'ensemble des recettes qu'on appelle les recettes visa, les recettes de chancellerie pour ce qui relève de l'administration des Français, ça s'est reversé dans le budget de l'État. D'accord. Madame la consul générale, il n'y a pas très longtemps, la France a changé sa procédure de visa en y intégrant les services de ce que moi, je ne sais pas si je pourrais l'appeler comme ça, un prestataire externe, appelé TLS Contact. Alors, quel était l'objectif recherché en faisant intervenir ce prestataire ? Alors, c'est une mesure qui vaut sur tout le réseau, en fait, sur tout le réseau consulaire et le réseau diplomatique. Les consulats ont une capacité d'accueil qui, en raison du nombre croissant de demandeurs de visa et du nombre de personnes qui sont amenées à se déplacer, a été très vite insatisfaisante. Par conséquent, pour le bien-être de chacun et une meilleure qualité d'accueil, il a été décidé d'externaliser la réception des dossiers, le recueil des données biométriques et l'encaissement des frais de dossier auprès d'un prestataire. Alors, vous citiez effectivement TLS Contact, qui est le prestataire avec lequel l'État français a passé une convention et qui assure ses missions pour le compte du consulat général. L'instruction des demandes de visa reste bien évidemment de la compétence exclusive du consulat général. D'accord. Maintenant, vous nous avez dit en introduction que vous êtes ici depuis 1 an et demi à peu près. Et si vous nous parliez un petit peu de votre installation au Gabon, comment vous l'avez vécu, comment vous avez accueilli cette nouvelle, comment vous avez vécu votre arrivée ici et surtout comment vous vous sentez jusqu'à présent? Écoutez, moi, comme je vous le disais en introduction, je suis très heureuse d'être à Libreville. D'abord, j'étais très heureuse de ma nomination à Libreville. C'était une très belle, pour moi, c'était une très belle nomination puisque c'était, comme je vous l'ai dit, mon premier poste de consul général. Donc, je suis arrivée ici avec, je vous l'ai dit, une feuille de route, donc axée sur l'amélioration continue de l'accueil des usagers à la fois du service de l'administration française et du service des visas, donc qui sont très axés sur le relationnel avec la communauté française et les services administratifs et avec évidemment les services administratifs gabonais. Alors, je dirais que c'est un travail au long cours, c'est un travail de quotidien que l'on fait avec les équipes. En tout cas, c'est très valorisant, c'est vraiment une très belle mission et puis ça permet de découvrir le Gabon, sa culture, ses coutumes. C'est vraiment une expérience très très belle et très enrichissante. Et je m'en vais de pas vous demander qu'est-ce que vous aimez le plus depuis que vous êtes arrivé? Ce que j'aime le plus, alors d'abord sur le plan professionnel, j'aime beaucoup les échanges avec déjà mon équipe au quotidien. Vous savez, le travail consulaire, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment très important. Et puis je les remercie vraiment parce que c'est une très belle équipe. Et puis c'est vrai que depuis qu'on a emménagé sur un site unique, ça permet aussi de faciliter les échanges avec les collègues de l'ambassade. Et puis aussi la richesse des rencontres, en fait. Parce que le consulaire, c'est de l'humain. Donc c'est ce qui est très beau dans ce métier. Alors effectivement, je vous disais qu'on fait aussi parfois on a des événements plus tristes puisqu'on enregistre évidemment les décès, mais on a aussi les naissances, on a les mariages. Donc on a des beaux moments comme ça. Qui représentent la vie en fait des gens et c'est l'humain. Là, vous parlez de l'humain. On va dire sur votre côté professionnel, après toutes ces années et puis tous ces pays que vous avez visités, que vous nous avez présentés en amont, vous avez dit qu'ici c'est votre premier rôle de consul général, mais de toute votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous adorez le plus dans ce métier? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand vous vous leviez le matin, vous avez cet entrain que l'on ressent dans cette interview, la chose qui vous pousse à aller au travail? Alors, j'aime mon métier. Vraiment, profondément. Et pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, c'est un travail qui est tourné vers les autres, vers l'humain. Et pour moi, c'est très porteur, en fait, vraiment. Et tout mon parcours, finalement, c'est inscrit dans ça. Si j'y réfléchis, c'est assez évident que c'est ce qui me porte, effectivement, chaque jour. Alors, quels sont les événements marquants, quel est l'événement qui a marqué votre mandat en tant que consul général à Libreville depuis votre arrivée? Un événement précis? Alors, il n'y a pas eu d'événement précis.
sur l'année et demie. Mais là encore, je dirais, c'est vraiment ce travail de rencontre, de déplacement, parce que je me suis déplacée aussi dans la circonscription. Je suis allée plusieurs fois à Port-Gentil, je suis allée à Sao Tomé, à Moanda, donc j'ai rencontré à chaque fois la communauté française. Et puis aussi, dans le cadre de mes échanges quotidiens, à chaque fois d'ailleurs que je me déplace aussi, je rencontre les autorités locales. Et c'est ce qui, pour moi, a été, c'est vraiment ce qui est marquant et c'est ce qui me porte. En fait, ça fait lien avec la question précédente. Oui. Alors, Madame la Conseillère Générale, quelles sont les actualités majeures et les nouveautés du Consulat de France en 2024 ? Alors moi, ma priorité en 2024, c'est celle qui est la mienne, qui a toujours été la mienne, c'est celle d'offrir à chacun de nos administrés et de nos visiteurs un service de qualité. Alors, en 2024, ça sera l'année aussi des élections européennes, qui se tiendront le 9 juin 2024, avec 3 bureaux de vote qui vont être ouverts pour que chaque Français résidant au Gabon puisse exprimer sa voix. À Port-Gentil, donc il y aura un bureau à Port-Gentil, un bureau à Moanda, et puis ici, un bureau dans les locaux du Consulat général, donc en bord de mer où nous sommes actuellement. Et je prépare et j'organise dès à présent avec mes services la bonne tenue donc de ces bureaux. Et bien sûr, 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques d'été qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août et des Jeux Paralympiques qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Un événement qui fera de notre capitale le cœur du monde. Plus de 10 000 athlètes y seront accueillis sur 41 sites de compétition. Parlons des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises auprès des services consulaires pour des personnes qui souhaiteraient, par exemple, aller y participer? En ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et j'ai vu sur Internet qu'il y a énormément de Gabonais qui sont partis, même si notre équipe n'y est pas. Coucou les Panthères. Et parlant donc des Jeux Olympiques, je sais qu'on aura des équipes, on aura des sportifs gabonais qui y seront. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises ? Absolument. Il y a un consulat olympique qui a été ouvert, qui est en France et qui va traiter des demandes des délégations. Alors des sportifs, toute la délégation officielle. Donc ça, je crois que c'est une première et on attend beaucoup de demandes parce que c'est un événement important. Mais alors ce consulat olympique traitera exclusivement de toutes les délégations officielles qui sont attendues pour les Jeux. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Conseillère Générale. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? Comme mot de fin ? Eh bien, je vous remercie vraiment de m'avoir invitée et puis je voulais profiter de cette occasion, puisqu'il est encore temps, pour vous souhaiter tous mes vœux, pour vous, votre équipe et puis tous les auditeurs qui nous écoutent. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, c'était la fin de notre podcast. On a fait un tout petit podcast avec Madame la Conseillère Générale de France. Vous comprenez qu'elle est très chargée et on a passé en revue les questions principales que nous avions, notamment sur la composition des services consulaires, mais aussi sur la question des visas, qui est une question qui ça secoue beaucoup de personnes. Je pense que Ivanov a eu les réponses qu'il attendait. Et donc, n'hésitez pas du tout, si vous avez besoin d'une quelconque information, de vous rapprocher du côté des services consulaires de France. Ils se trouvent au niveau de l'ambassade de France. Ils partagent les mêmes locaux. Et sinon, si vous avez envie de faire une demande de visa, il vous reste TLS Contact. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup, Madame la Conseillère Générale. Merci, Élise, qu'on embrasse très fort. Et puis, merci, Ivanov, pour le super travail que tu fais. Au revoir.